Et ça, c'est un poisson un peu particulier, il s'appelle comment? Hippocampe. Lycopan? Hippocampe. Hippocampe. Quand on regarde un hippocampe, on voit que ça a une bouche, que ça bouge les opercules sur les côtés de la tête et que ça respire par là. Quand on regarde comment il se déplace, on s'aperçoit qu'il a des petites nageoires qui bougent. Et là aussi, c'est un caractère de poisson. Et on arrive même à deviner assez logiquement que c'est un animal qui a une colonne vertébrale, on le voit très bien au niveau de sa queue par exemple. Et donc c'est un vertébré avec des nageoires qui respirent par des branchies, c'est un poisson. Ce sont des animaux qu'on voit quand même pas très souvent, mais qui sont très connus et qui ont fasciné visiblement l'humanité depuis des temps très reculés. Dans l'Antiquité, ils étaient vraiment très représentés. Donc ce sont des animaux qu'on connaît parce qu'ils sont extraordinaires, mais qu'on connaît finalement très peu parce qu'ils sont rares, parce qu'ils vivent dans la mer, qui n'est pas le milieu naturel de l'espèce humaine à la base, et ensuite parce que même si on sait où aller les voir et où il y en a, c'est pas très facile du tout à observer, à découvrir. Ben voilà, les hippocampes, on les connaît et on ne les connaît pas. Il y a l'hippocampe moucheté qui a souvent des petits points blancs, d'où son nom, mais qui a surtout un museau relativement long. Et puis il y a l'hippocampe à museau court qui, lui, devinez, a un museau relativement court. La France représente quand même au niveau européen un des lieux, des pays où il y a le plus d'endroits avec des populations d'hippocampes, on va dire, conséquentes. Il y a le bassin d'Arcachon où il y en a beaucoup, il y a l'étang de Thau, la lagune de Thau là, en Occitanie, où il y a pas mal d'hippocampes également, et puis on a quelques autres secteurs où on peut en rencontrer de façon assez régulière et prévisible. Un des intérêts de ce projet pour la Fondation Octopus, c'est de réussir à mélanger cet aspect connaissance scientifique où on va appuyer une équipe comme celle de Peau Bleue et de Patrick Louisy. Et on essaye de faire aussi avancer la connaissance du public en accompagnant un projet comme ça, en réalisant des médias pour le grand public. Et du coup, c'est un ensemble et on essaye de créer une espèce de cercle vertueux en poussant le public à s'y intéresser, qui encourage des équipes comme celle de Patrick Louisy et de faire avancer globalement les connaissances de tout le monde sur un animal qu'on pensait en tout cas bien connaître. On en voyait, mais pas autant que ce qu'on voit actuellement quoi, maintenant. Là, après, ça a l'air d'être vraiment une question de site quand même. Voilà, là c'est exactement, c'est ça. C'est dans ce secteur-là qu'on en avait vu. Tout à fait, ouais, exactement. Donc là, je te propose, on se met à l'eau par là. On va faire une 50aine de mètres, effectivement, dans le secteur que tu disais. Et on va commencer à attaquer la prospection. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je connaissais bien ceux de la lagune de Thau. Et là, c'est finalement la première fois que j'ai pu voir de façon répétée des hippocampes lagunaires ailleurs que dans Thau. Et tu sais qu'on a récupéré des petits bouts de nageoires pour faire des échantillons de tissus là, pour la génétique. Et a priori, d'après les premiers résultats que j'ai, c'est bien la même lignée génétique que ceux de la lagune de Thau. Depuis qu'on a trouvé ce site, c'est vrai que l'hippocampe est un petit peu un animal emblématique. C'est vrai que ça fait rêver un petit peu tout le monde. Quand on en trouve, on est toujours émerveillé de voir ces petits animaux qui ont une forme si particulière et un milieu de vie aussi qui est si particulier. On est à quelques mètres d'habitation, il y a une dizaine de mètres, et pourtant on a toute cette richesse là. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais c'est pourtant une réalité, quoi. Les hippocampes, j'ai commencé à les étudier, à m'y intéresser vraiment sérieusement en 2005.
C'est l'année où j'ai vu ces 2 espèces d'hippocampes en Turquie qui m'ont fait me poser des questions et partager ces questions avec du monde. Et en même temps, en poussant un petit peu la réflexion au sein de l'association Peau Bleue, on s'est aperçu que finalement, on savait virtuellement rien des hippocampes de nos côtes. On savait que dans le monde, ils étaient menacés par une surexploitation, notamment pour leur utilisation dans la médecine traditionnelle chinoise. On savait que leurs habitats étaient menacés dans beaucoup d'endroits où ils vivent parce qu'il y a une forte pression humaine dans ces secteurs, donc pollution, aménagement, etc. Donc on savait qu'il y avait des menaces sur les hippocampes un peu partout dans le monde. Et en France, on ne savait même pas où ils vivaient, ou pas de façon fiable et systématique. On ne savait pas comment ils vivaient, on ne savait pas dans quels habitats, on ne savait pas quels étaient leurs besoins écologiques. Donc on connaissait virtuellement rien sur les hippocampes en 2005 quand on s'y est mis. Très vite, on s'est aperçu que dans la plupart des milieux où il y avait beaucoup d'hippocampes, il y avait aussi d'autres membres de leur famille, des syngnates. Syngnate, ça veut dire mâchoire ensemble, donc ça fait référence à la petite bouche au bout du long museau. Donc dans cette famille des syngnatidés, dont font partie les hippocampes, il y a toutes les autres espèces qu'on appelle poissons aiguilles parce qu'ils sont très allongés, contrairement à l'hippocampe avec sa forme courbée. Et ces poissons aiguilles vivent dans les mêmes milieux, donc quelque part partagent le milieu avec les hippocampes. Donc très vite, il nous est apparu essentiel en termes de compréhension de l'écologie des hippocampes, de comprendre également l'écologie des syngnates. Donc on a très vite étudié de la même manière les hippocampes et les syngnates. Quand on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce qu'on ne savait rien, comme il n'y avait aucun scientifique pour travailler là-dessus, on n'avait plus qu'une solution. Si on voulait trouver de l'aide, il fallait que ce soit des non-scientifiques, des non-spécialistes. Donc on s'est intéressé aux plongeurs, aux observateurs de bord de mer. On a fait appel autour de la lagune de Thau aux enfants des écoles pour qu'ils puissent aller interroger tous les gens de leur entourage qui, dans leur vie, voient des hippocampes à un moment ou à un autre. Donc tout ça, ça a été de faire appel, on va dire, à la société civile pour nous aider à collecter de l'information et également à produire de l'information en faisant par exemple des plongées de recensement. Tout ça, ça a été d'emblée et forcément une logique de science participative, c'est-à-dire que c'est du public qui participe à la science et qui nous permet de la faire avancer. Avant même que le mot existe dans le langage courant, on a fait de la science participative parce qu'il n'y avait pas d'autre choix pour pouvoir avancer sur l'étude de ces animaux dont personne n'avait rien à faire. C'est vraiment cette notion d'utilité, de contribution qui est importante pour les gens. Donc savoir qu'une petite observation anodine, soi-disant, peut être vraiment très très importante et significative pour les acteurs scientifiques. Donc ça les motive énormément. Et puis ils peuvent aussi consulter les résultats après des recherches par rapport à leurs observations, ce qui est très valorisant pour eux. Bon, alors, on en a combien des hippocampes? Ce matin, Oui. moi j'en avais un. Moi je t'ai toute seule. Et toi, tu ouais, m'en moi je t'ai montré montré deux. tous ceux que je t'ai montrés. Donc il y a les 5 que j'ai vus, plus un bébé que j'ai pas noté. Donc celui-là il faisait, alors j'ai regardé, ça fait combien ça? Il devait faire 4-5 cm. C'est la partie purement quantitative, et puis après on s'intéresse aussi à la répartition dans les différents habitats. Donc c'est pour ça qu'on a des catégories d'habitats, des gammes de profondeur et les temps passés. Comme ça on peut savoir ensuite qu'on a tant d'hippocampes par heure d'observation dans tel type d'habitat, et puis 3 fois moins dans tel autre, et puis jamais dans tel autre. Et ça nous permet de mieux clarifier les préférences d'habitat.
Bon, on remballe? On a bien bossé là. Merci beaucoup. Un des intérêts de la logique de sciences participatives, c'est que tout le monde apprend en même temps. C'est-à-dire que les gens qui contribuent, ils en savent plus après qu'avant. Donc dans la société, il y a une connaissance, une perception des hippocampes qui s'améliore. Et évidemment, toutes ces personnes qui contribuent à nos études contribuent également à mettre en valeur l'image d'un hippocampe, animal extraordinaire qui mérite qu'on s'y intéresse, la lagune de Thau dans laquelle on les rencontre, qui est un milieu qui héberge un animal extraordinaire qui mérite donc qu'on en prenne soin, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une dynamique sociétale autour de cette logique de sciences participatives. Salut Patrick. Alors, comment va? Monte d'abord, monte, hein. Viens ici. Ça a donné quoi là? Eh bien tu vois, ce matin on est allé pêcher derrière le soucou de Mistral qu'il a fait hier. Et alors, t'as une anguille? Ouais, à peu près, ce matin j'ai dû à peu près avoir 600 kg d'anguilles à peu près. Combien? 600 kg. Il n'y en a pas eu un d'hippocampe hier, aujourd'hui. Et hier on en a eu 3. On en a vu 3. Parce qu'on est obligé de, si tu veux, on les voit parce qu'on est obligé de trier le poisson quand on visite avec les anguilles, quand on sépare les anguilles le poisson des anguilles. Donc c'est là qu'on s'aperçoit s'il y a des hippocampes ou pas. On a un savoir-faire autant les uns que les autres, nous en tant que pêcheurs et Patrick en tant que chercheur et peut-être scientifique. Et on va dire, ce jumelage entre professionnels et ce savoir-faire et cet échange de savoir-faire, il est vachement intéressant. Ils sont clairement les mieux placés pour, au jour le jour, savoir comment ça se passe et où il y en a et à quel moment on en voit beaucoup, comment on n'en voit plus et éventuellement, comme on le discutait là, quelles hypothèses on peut avoir sur le fait qu'il y en a plus ou il y en a moins, ou il y en a un moment et il n'y en a pas un autre. Donc c'est vraiment à la fois un savoir et une connaissance, une lecture du fonctionnement de la lagune qui est essentielle pour qu'on puisse espérer comprendre quelque chose. L'étang de Thau, donc c'est la plus grande lagune de notre littoral méditerranéen qui fait une vingtaine de kilomètres de long. En gros, c'est à la fois un espace naturel important par le volume et puis par son rôle d'interface entre le milieu terrestre et le milieu marin. Et c'est aussi un espace avec une forte incidence humaine. Il y a la ville de Sète, le port de Sète, qui à la fois représente beaucoup d'habitants, mais aussi une grosse activité économique, une activité industrielle sur la partie nord-est de l'étang, entre Sète et Frontignan. Il y a un certain nombre de villages, Bouzigues, Metz, Marseillan notamment, qui ont des ports sur la lagune. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que ces activités humaines, cette économie humaine, elle repose essentiellement sur le fonctionnement écologique, naturel de la lagune. Ah, salut Patrick, ça va? Bah écoute... ça me fait plaisir de te voir. Bah il fallait que je t'apporte les échantillons quand même. Ok, Donc, parfait. tiens, regarde. Bah vas-y, rentre. Ouais. Tiens, bah t'as qu'à les poser ici sur la paillasse là.
On va regarder ça. Je les ai gardés au frais quand même un peu. Voilà. Donc, Alors, t'as vu, je te les ah, ai mais il y en a étiquetés, plein. Bah oui. voilà, Bon. une belle pêche. Merde. Ça, c'est le bassin d'Arcachon. D'accord. Ça, c'est l'étang de Leucate. D'accord, Donc, là, c'est les exemplaires marins d'hier. Alors là, c'est le... Ah oui, donc là, c'est le fichier des hippocampes. Je vais prendre le fichier qui correspond aux échantillons de peau bleue. Voilà. Ok, donc là, je te renvoie le dossier, le tableau mis à jour avec les échantillons que tu as récupérés. Voilà, parfait. Donc là, tu vois, on en avait eu de Cap Ferret. On en avait eu plein Il y avait la de Croatie, Trieste. là, Ils sont très intéressants, ceux-là. Ouais, c'est ce qui me semblait que... J'ai besoin d'échantillons qui viennent de plusieurs provenances géographiques. Alors comme l'hippocampe, c'est quand même un animal qui est compliqué à échantillonner. La première raison, c'est qu'on ne veut pas lui faire de mal. Donc on utilise une méthode non invasive, sans sacrifier l'animal. Et donc tous nos partenaires plongeurs sont nos meilleurs collaborateurs, puisqu'ils peuvent aller en plongée, prendre un petit bout de nageoire de l'hippocampe et le laisser repartir. Le morceau de nageoire va repousser. Donc ça me permet d'avoir des échantillons qui viennent d'un peu partout, d'environnements différents aussi. Il y a des échantillons qui viennent de lagunes, des échantillons qui viennent de mer. Et moi, à partir de ça, en analysant l'ADN des individus, j'arrive à les regrouper entre génotypes qui se ressemblent, donc et d'identifier des groupes génétiques plus ou moins distants, qui sont soit distants parce qu'ils sont distants géographiquement, soit distants parce qu'ils habitent des environnements différents. Et c'est ça qu'on a découvert en fait ici en Méditerranée, c'est qu'il y avait un groupe génétique de lagunes et un groupe génétique de mer. C'est un petit peu pour ça qu'on a commencé à ramasser des échantillons, des petits bouts de nageoire. C'est qu'on se pose des questions sur la variabilité des espèces d'hippocampes. Quand on les voit, quand on les photographie, on se dit mais est-ce que c'est vraiment tous les mêmes? Alors il y a une très grosse variabilité naturelle, et puis il y a une partie qui est liée à une structuration génétique, on va dire. Et ça, on l'a découvert grâce au travail de Nicolas, et c'est quand même assez... C'est une belle chance, en fait, que des échantillons qu'on avait pris en espérant qu'on arriverait à en faire quelque chose, il y ait justement un chercheur de cette pointure qui s'y soit attaché et qui ait trouvé quand même des choses tout à fait étonnantes. Ces études démontrent que c'est beaucoup plus compliqué que les deux espèces qu'on reconnaissait. Les hippocampes ont une structure génétique plus complexe que ça, et notamment ces 5 lignées. Et du coup, on a décidé d'aller un petit peu plus loin dans les études que nous, on avait commencé à mener, notamment les observations sur la morphologie des animaux. Et on a mis en place un protocole de photomorphométrie. Alors, morphométrie, ça veut dire qu'on mesure la forme. Donc, par des mesures, on arrive à caractériser la forme. Et on fait ça sur photo. C'est-à-dire que on demande aux plongeurs de nous faire des jolies photos de profil des hippocampes, de profil le plus précis et le plus exact possible. Et là-dessus, on peut prendre des mesures, poser des points de repères qui nous permettent de caractériser la forme de chaque individu. Et en ayant cette caractérisation de la forme, on peut comparer, par exemple, des populations entre elles. On a comparé notamment les hippocampes mouchetés de Méditerranée et les hippocampes de Thau, qui sont uniques, puisqu'ils forment une lignée génétique à eux tout seuls. Et on s'est aperçu, au-delà de différences, on va dire, plutôt statistiques sur leurs proportions, on s'est aperçu qu'il y avait quand même 2 éléments visibles à l'œil nu
repérables qui permettaient de les différencier pratiquement à coup sûr. D'une part, ils ont ce qu'on appelle des épines jugales qui sont sous la joue, à l'arrière de la tête. Donc ça fait une petite épine qui part comme ça vers l'arrière du dessous de la tête. Il y a la forme méditerranéenne, la lignée méditerranéenne, qui possède une épine comme ça de chaque côté, en général bien pointue, bien perpendiculaire, alors que chez la lignée lagunaire, on a une épine double, ou deux épines côte à côte, bien robustes. Donc ça fait un critère assez simple à percevoir. Puis il y a un autre critère également qui est la forme de l'épine nasale. C'est celle qu'il y a en fait juste devant les yeux, sur le dessus du museau. Il y a une espèce de carène entre les deux yeux qui est à peu près carrée chez les hippocampes lagunaires et qui forme une pointe que je qualifie d'acuminée, comme la forme de certaines feuilles, avec une pointe très fine, qui est typique de la lignée méditerranéenne en mer. En fait, on a découvert pas mal de choses au bout du compte. Premièrement, on a tordu le cou à une idée reçue. On a pu démontrer que les hippocampes n'étaient pas préférentiellement dans les herbiers sous-marins. En gros, dans la lagune de Thau, on rencontre des hippocampes à proximité d'herbes uniquement dans un quart à 30% des cas maximum. Donc la grande majorité des observations d'hippocampes se fait ailleurs que dans des herbiers. On a mis en œuvre un certain nombre de protocoles d'observation en plongée pour pouvoir tenter de quantifier les hippocampes. Ce qu'on est capable de dire, c'est qu'on a une densité d'observation, c'est-à-dire le nombre d'hippocampes observés par heure ou par dizaine d'heures de plongée, ou éventuellement le nombre d'hippocampes observés sur une certaine surface. Bref, c'est extrêmement compliqué de savoir s'il y a, on va dire, entre 3000 ou 100 000 hippocampes dans la lagune de Thau. Alors pour l'avenir, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Il y a des choses qu'on n'a pas encore réussi à aborder, sur lesquelles on n'a pas encore les réponses. Par exemple, qu'est-ce qui peut déterminer les variations d'abondance au sein d'une population? Tout ce qu'on sait, c'est que ça varie beaucoup, sans qu'on puisse dire pourquoi. Il y a une autre dimension qui paraît importante à notre époque, c'est l'incidence du réchauffement climatique sur les populations d'hippocampes. Ça, c'est un sens pour poser la question, mais on peut aussi la poser un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire dans quelle mesure les hippocampes, dont on sait que ce sont des espèces typiquement côtières, littorales, vivant dans des milieux un petit peu confinés, dans quelle mesure ces espèces ne seraient pas des témoins particulièrement judicieux, on va dire, pour comprendre et analyser les impacts du réchauffement climatique sur les écosystèmes côtiers. Il y a une question qui se pose, est-ce que les hippocampes peuvent finalement nous aider à mieux comprendre l'impact du réchauffement climatique? Et puis, est-ce que ce réchauffement climatique a un impact grave sur ces organismes un petit peu emblématiques?